Alors, du coup, bienvenue pour cet épisode 2, comme je disais, des Jedi du mental. Euh, Tous mes voeux, c'est la nouvelle année, c'est la tradition. Je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux 2025, plein de réussite, plein de bonheur pour vous euh, et, euh, et tous les vôtres. Alors, traditionnellement, voilà, en début d'année, on souhaite ses vœux et c'est aussi souvent une période dans laquelle on, on va faire un petit peu le bilan de l'année qu'on a passée. On va des fois se fixer des nouveaux objectifs pour l'année en cours. Euh, et, euh, et- et voilà, donc ça me semblait intéressant pour ce deuxième live de parler de cette fameuse sphère de l'ambition, euh, et ce que nous on va appeler les stratégies d'objectifs et la méthodologie spécifique que j'ai créée pour Hop4Lead, for Plans for Success. Alors, petit rappel, on commence avec un petit rappel euh, du live de la dernière fois, pour bien spécifier de quoi est-ce qu'on va parler. Donc, les stratégies d'objectifs, ça se situe dans la sphère de l'ambition, ça va nous servir à travers les autres sphères aussi, à maintenir notre équilibre dans la performance, à essayer de créer une performance durable dans le temps. Euh, donc, c'est un des 3 points spécifiques de la sphère de l'ambition, les stratégies d'objectifs, la dimension de la motivation des objectifs. Et donc, on va préciser ça ce soir, voir un petit peu comment est-ce qu'on vous propose d'accompagner ça. Euh, Petit rappel aussi de ce que j'avais présenté dans le live précédent. Euh, ben, Quand il n'y a pas d'objectifs ou quand les objectifs sont mal calibrés, peut-être des fois pas assez ambitieux ou au contraire des fois trop ambitieux et qui peuvent amener de la fragilité dans notre projet, eh bien on peut tomber dans cette zone de fragilité qui est la zone flou-flou. Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie très précise. Parce que dans ce projet, on voit bien que si il n'y a que de la passion, que de la conviction, hein, je vous invite à re-regarder pour ceux qui découvrent le modèle, je vais tomber dans cette zone de fragilité potentiellement. En tout cas, je vais affaiblir ma performance globale. Donc important, du coup, d'avoir des objectifs précis, clairs. C'est la définition finalement de la motivation. Ça pourrait être une définition qu'on pourrait se donner de la motivation. C'est voir loin, clair et juste. Voilà. N'hésitez pas, quand vous vous connectez au fur et à mesure, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, à faire un petit coucou dans le chat pour moi, pour l'activer. Et puis, n'hésitez pas non plus à me poser des questions en direct. Alors, je continue. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce For Plans for Success? For Plans for Success, finalement, c'est l'outil que moi j'ai créé, mais qui finalement est commun à pas mal de méthodologies. On va diviser notre année en 4 périodes de 3 mois. Bien sûr, ces périodes, alors elles vont être, là je vous ai mis un plan, un modèle, elles vont être divisées en fonction de la spécificité de l'activité dans laquelle on va rechercher de la performance. Bien entendu, si par exemple vous êtes une équipe sportive inscrite dans un championnat ou un athlète individuel inscrit dans un championnat, c'est l'organisateur, la fédération internationale, la fédération nationale qui va fixer le calendrier des compétitions et ainsi vous allez pouvoir poser vos compétitions, vos périodes de performance dans l'année. Donc vous pouvez le construire vous-même. Là, j'ai mis l'exemple d'un joueur de poker. Mais ça pourrait être vos matchs à vous, quoi, avec un petit carré toutes les semaines, avec la période et ainsi de suite. On peut aussi le détailler encore plus précisément. Là, j'ai mis que des micro-cycles, mais on peut, en dessous de ces semaines, le détailler jour par jour, quoi. Dans chacune des semaines, ensuite, mettre le planning de chacun des jours. Alors,
Bon, globalement, la planification, elle est souvent annualisée parce qu'on parle d'une saison, d'une année sportive. Donc c'est pour ça qu'on va la couper en plusieurs périodes. Maintenant, il faut avoir un découpage qui va être le plus concret possible par rapport à votre activité, à l'activité. Et donc, du coup, hop là, c'est un petit bug, excusez-moi. On va remonter, voilà. On va, du coup, j'en étais où? Voilà, on va essayer de faire un découpage qui va être le plus optimum pour nous possible en fonction de l'activité dans laquelle on est. Donc, soit cette planification annuelle, elle est donnée par un cadre extérieur, soit on va devoir créer son propre cadre. Donc, dedans, on va poser dans cette planification annuelle ce qu'on va appeler des mésocycles, hein, c'est-à-dire on va implémenter une périodisation de notre performance. Donc, quelles sont les périodes dans lesquelles je vais chercher à produire de la performance, quelles sont les périodes dans lesquelles je vais chercher à me renforcer, à me développer, à m'entraîner, des périodes spécifiques de l'année, quelles sont les périodes aussi de l'année, par exemple dans lesquelles je prévois de partir en vacances ou bien en week-end, peu importe quoi. On détaillera ça peut-être un peu tout à l'heure. Alors là, la photo n'est pas tout à fait juste parce que j'ai fait une photo de mon tableau, mais ça l'a un petit peu décalé, là, le fait de transformer en JPEG, ça, voilà, je vois que les semaines sont un peu décalées dans la photo n'est pas tout à fait juste, mais peu importe, vous comprenez un peu l'organisation. Alors, si on fait un focus, par exemple maintenant, typiquement sur quels pourraient être mes main points sur mon premier trimestre, ben, je vais peut-être décliner 1, 2 objectifs, 3 objectifs, de la période, de ce trimestre-là. Donc, par exemple, là, si on prend le premier trimestre, eh bien, il va y avoir une période de compétition, et il va y avoir surtout, on voit du coup une grosse période plutôt de travail, quoi. Donc, quels sont mes objectifs que je vais mettre pendant cette période-là? Il peut aussi y avoir des objectifs qui vont être dans certains piliers de ma vie. Voilà, il y a par exemple là un objectif qui est sportif. C'est un exemple, bien sûr. Donc voilà, quel est l'intérêt de poser sa planification de cette façon-là? Ça va nous permettre de voir quelles sont les charges de travail qui vont se superposer les unes avec les autres. C'est-à-dire que si j'essaye de produire de la performance ou de développer certaines compétences pendant ma période de compétition, ça va peut-être être contre-productif, quoi. Je vais pas, si on prenait l'exemple d'un travail par exemple physique ou sportif, je ne vais pas me charger en termes de travail pendant une période de compétition. Or ça peut être le cas, mais ça peut être des fois des choses qui sont adaptées, quoi. En tout cas, ça va être des points de vigilance. Par exemple, ici, je vois qu'il y a un axe de développement ou de renforcement sur la dimension CrossFit, là, et là, il y a une période de compétition. Du coup, j'ai un point d'alerte. Là, ça me fait dire, attention, là, il va bien falloir que je fasse attention au contenu pour que ce que je vais mettre dans la dimension physique à ce moment-là, ça ne vienne pas empêcher ma performance pendant la période. Donc, comment est-ce qu'on construit ce tableau-là, ce Gantt, une espèce de tableau Gantt? Déjà, je vais inscrire les différents piliers que je souhaite voir apparaître. Mes piliers de vie, les choses qui sont importantes pour moi et sur lesquelles je porte une attention particulière, qui font partie de l'équilibre global de ma performance. Donc là, il y a le travail, la famille, le sport, éventuellement des hobbies. Que ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être la montagne, la musique, les amis, les sorties, ça peut être voilà, vos passions. Si c'était moi, il y aurait la cuisine, par exemple, la montagne, ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, du coup, dans chacun de ces piliers, je peux le détailler. Hein, je peux mettre, voilà, j'ai mis, par exemple, pour la partie famille, j'ai mis les vacances ou les week-ends que je souhaite prévoir. Mais il peut y avoir d'autres aspects.
Il peut y avoir les contraintes vis-à-vis des enfants, des contraintes, d'autres contraintes, quoi, des choses importantes sur lesquelles on veut porter notre attention. Donc là, chacun va ajouter ce qu'il veut. Pareil sur le nombre de piliers sur lesquels je souhaite travailler. Donc, une fois que j'ai détaillé tous ces piliers, je vais projeter mes objectifs. Alors, mes objectifs, une fois que je les ai posés, je vais essayer de les quantifier à partir des périodes. Et donc, de cette planification annuelle à cette périodisation, donc là, on voit des périodes de compétition, de travail, de compétition, de repos, je vais pouvoir passer à ce qu'on va appeler la programmation. Dans le modèle PAC Performance, vous avez vu, il y avait les stratégies d'objectifs et en dessous les 3 P, c'est ça, le 3e P, c'est la programmation plus particulière du travail. N'hésitez pas à poser des questions. Le chat qui n'est pas activé, je pensais qu'on avait réglé le problème, mais a priori, c'est pas tout à fait le cas. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit mot à vous signaler, parce que je suis pas sûr que ça fonctionne de mon côté. Je vais faire un petit test. Non, je sais pas. Hop. Ok. Hop, j'étais en train d'essayer de régler mon chat, excusez-moi. Ok. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur cette partie finalement planification des objectifs, n'hésitez pas. Donc comme je disais, on reviendra tout à l'heure sur la qualité, la forme, comment est-ce qu'on fixe des objectifs, on ira plus précisément sur les objectifs, mais la première chose, c'est voir loin, clair et juste. Donc je fixe des objectifs à minima sur mon année. Hop. Alors, je vais passer à la page suivante. Tac. Il faut que j'augmente un peu ma superposition. Ok. Alors, bien sûr, quand on se met des objectifs comme ça sur une période, sur un mois, un trimestre ou sur l'année, il va falloir se poser la question du suivi de ces objectifs, parce que si on se met des objectifs, c'est pour les suivre et pouvoir être plus performant. Donc, une façon de faire que je propose moi, que je fais moi d'ailleurs pour moi, c'est que chaque semaine, finalement, je vais écrire, moi je le fais de façon écrite dans un carnet, mon bilan de la semaine, les points que je souhaite retenir de ma semaine, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai atteint. Alors d'abord en priorité ce qui est en lien avec les objectifs que j'avais posés dans mon plan, mais voilà aussi tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été nouveau, toutes les curiosités, enfin voilà, tout ce qui va m'intéresser. Je vais le mettre dans mon bilan semaine. Ce bilan semaine, en fait, quand je l'écris, je le reporte. À la fin du mois, j'ai une page où j'ai mes 4 bilans ou 5 des semaines qui sont passées. Donc j'ai un bilan mensuel. En fait, ce bilan mensuel, c'est la recopie de mes 4 bilans hebdo. Donc si on fait ça de façon informatique, ça va être un report, tout simplement. Et à la fin du mois, comme ça, sur une page, je vais avoir mes 4 bilans hebdo, et je vais pouvoir faire un bilan mensuel où déjà tout est finalement synthétisé semaine par semaine sur la même page. Ça va m'aider à faire mon bilan mensuel. Et la même chose, finalement, je fais un report au trimestre de mes 3 mois, du suivi de mes objectifs sur ces 3 mois. Comment j'ai avancé dans mon projet, où est-ce que j'en suis, les difficultés, et ainsi de suite. Alors pourquoi c'est important de faire ce bilan au trimestre? Et pourquoi je le porte sur cette période-là? Parce qu'en fait, si on se met des fois un objectif qu'on va suivre à l'année, de temps en temps, on va pouvoir perdre un peu le fil du suivi de cet objectif. Et je pense que c'est important de se recadrer, de ne pas avancer trop dans le flou. Hello Sam. Du coup, d'avancer trop
à l'aveugle. Hein, comme je disais tout à l'heure, tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie très précise. Donc, plus j'amène de la clarté dans mon suivi d'objectifs, plus je vais me mettre des tâches régulées de façon optimum. Donc une méthode que je propose, mais il peut y en avoir d'autres, de bilan, par exemple, en tout cas moi c'est comme ça que je le fais au trimestre, c'est ce qu'on appelle d'utiliser ce qu'on appelle la matrice Eisenhower. En fait, c'est un petit outil très connu qui permet de se poser la question de voilà, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent à faire, à traiter, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Voilà, de mettre les différents points qui apparaissent dans mon bilan de trimestre, et ces points, je vais les mettre dans une de ces 4 cases. Donc finalement, de ce que j'ai retenu de mon mois, des éléments importants qui se sont passés, je vais dire ce qui est urgent et important, je vais le mettre là, donc ça veut dire que c'est à faire. Si c'est urgent et important, il faut vraiment que je le traite, hein, donc c'est à faire. Donc là, c'est à l'action. On revient dans la sphère conviction qu'on avait vu dans le pack performance, hein, principe d'action au quotidien, là, dans urgent et important, c'est vraiment ce que j'ai à faire dès que j'ai fini mon bilan, quoi, finalement. C'est mes premières tâches à accomplir, quoi. Ensuite, ce qui va être urgent, mais qui est moins important, je vais voir si je peux le déléguer, le faire faire, puisqu'il y a une dimension d'urgence, ou alors le faire à un moment où je serai moins pris, peu importe. Ensuite, ce qui va être important et moins urgent, ça je vais le planifier. Justement, c'est ça qui va me servir à remplir ma programmation du trimestre suivant. Voire du trimestre d'après ou dans l'année, je peux le déléguer. Hein. Je fais cette petite analyse ici, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, est-ce que j'ai fait ça, comme ça, à quel moment je le mets. Voilà, je peux le mettre le mois d'après, dans la semaine, le deuxième mois, le troisième trimestre, quatrième trimestre, et ainsi de suite. Et puis finalement, si j'ai noté des points qui m'ont pris du temps, ou des éléments à noter, qui seraient ni urgents ni importants, en général, c'est plutôt des choses à laisser tomber, qui apparaîtraient dans cette partie-là. Souvent, c'est quand même des choses qui apparaissent pas dans les bilans, parce que, j'ai envie de dire, ces choses-là, elles tombent à la corbeille, j'aurais pu laisser une petite corbeille ici, elles tombent à la corbeille toutes seules. Ok ? Donc voilà. Je répète ce qu'on a vu, donc stratégie d'objectif, le plan, le 4 Plans for Success, les 4 plans dans l'année, la planification, la périodisation, les périodes de compète, les périodes de travail, et puis les intensités de travail dans les différents piliers, les différentes dimensions que j'ai souhaité travailler. Et puis, on vient de voir ici les stratégies d'objectifs. Débriefer. Ok. Alors, avant de parler des objectifs, une petite spécification sur le débriefing, parce que c'est un exercice de style, le débriefing. Je me suis aperçu ces dernières années, à travers les équipes que j'accompagne, que finalement, et même les athlètes en individuel, quand on est dans la réussite, souvent on va dire « Ok, j'ai réussi, c'est cool, j'ai fait bien, allez, next, c'est quoi le prochain projet, c'est quoi le prochain objectif à atteindre ?» Et en fait, on a tendance à moins bien débriefer les réussites, et on a tendance des fois à porter son attention un peu plus sur qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi, nos échecs ou nos erreurs. Et finalement, c'est un peu une erreur. Hein. Il faut aussi débriefer ses réussites. Alors, qu'est-ce que c'est un bon débriefing ? Débriefer, c'est analyser nos expériences vécues, et finalement, on va directement à la définition, quoi. Qu'est-ce que c'est une expérience ? Une expérience, c'est un événement que j'ai vécu, une compétition, une semaine de travail, une réunion, enfin voilà, et que je passe au filtre de ma singularité. Qu'est-ce que ça veut dire passer au filtre de sa singularité ? En fait, on peut prendre l'exemple de 2 personnes qui participent à une réunion de travail. Les 2 personnes ont participé à la même réunion, et bien finalement, à la fin de la réunion, si on interroge chacune de ces personnes, elles vont pas avoir le même
ressenti, elles vont pas avoir vécu la même réunion. Si on parle de 2 athlètes, 2 coureurs auront participé à la même course et puis finalement, ils auront pas, ils auront bien participé au même événement, mais ils n'auront pas la même expérience, puisque chacun aura vécu la course à sa façon. Et donc c'est aussi là où c'est très très intéressant, et ce que j'encourage moi très souvent, c'est de faire des débriefings collectifs à plusieurs, parce qu'il va y avoir cette dimension un peu d'intelligence collective. Moi, c'est deux phrases que j'aime bien, mais voilà, l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Eh ben, le fait d'avoir un débriefing avec l'angle de vue, la perception d'une autre personne, ça va pouvoir m'amener à me questionner sur comment moi j'ai vécu justement cet événement. C'est toujours intéressant de voir comment un adversaire, un partenaire a pu percevoir dans la même situation que vous des points différents. Ce qu'on appelle la représentation mentale. Qu'est-ce que moi je vois d'une situation? C'est pas forcément ce que voit mon partenaire, mon adversaire, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est à travers le débriefing qu'on va pouvoir, en tout cas la qualité du débriefing, qu'on va pouvoir affiner un peu finalement nos feedbacks des événements qu'on a vécus. Alors le process, il est assez simple. Finalement, on se pose une série de questions autour de 3 points, le quoi, et alors, et maintenant. Alors là, je ne détaille pas, je ne vais pas plus avant, à part si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus, mais finalement, on va se poser une série de questions dans le fait de détailler précisément l'événement qu'on a vécu, avec qui j'ai participé, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Ensuite, je vais poser une série de questions sur et alors en quoi l'événement a été significatif. Et c'est là où finalement, de l'événement, je vais passer à l'expérience. C'est-à-dire que quand l'événement est significatif, quand je me pose des questions autour de ça, ça veut dire que je le singularise, quoi. C'est là où je le passe à la moulinette de mes perceptions, de mes sentiments, de mes ressentis. Okay, et donc là, je vais voir qu'est-ce que moi j'ai vécu en fonction de ma personnalité dans cet événement, comment je l'ai abordé, comment est-ce que qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'ai perçu, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc en quoi est-ce qu'il a été finalement singulier cet événement aussi. On parle de la singularité de l'athlète, mais finalement on pourrait parler de la singularité de l'événement. Alors, ouais, il fallait bien te poser les questions. Sam, les supports existent? Bah oui, moi les supports, je les ai créés. Tous les documents que je vous propose là, c'est des petites synthèses, des détails, des outils que j'utilise au quotidien. Donc, vous me demandez les supports et je vous les enverrai. Sans souci, on reparlera de ça en conclusion. Je donnerai peut-être un process ou comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, c'est bon? Pas de questions sur cette dimension des débriefings? Ah si, ouais, pardon, j'ai pas fini, j'étais en train de répondre à la question de Sam. Oui, sur and now, et maintenant, une fois qu'on a fait le débriefing, donc qu'on a parlé de l'événement, qu'on l'a passé à la moulinette de notre singularité, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi les actions à prendre dans la préparation du futur événement, dans les éléments sur lesquels moi je dois progresser, qu'est-ce que j'ai compris, découvert, amélioré de conscience de moi. Bon voilà, des actions à prendre concrètement, et là aussi qui vont me permettre de remplir mes objectifs du trimestre suivant, de l'année ou des trimestres suivants. Voilà. N'hésitez pas à poser les questions. C'est pas ouf mon chat, mais j'essaye de... oui, ça me posait la question de savoir si c'était
impossible de débriefer seul correctement. Si, finalement, alors c'est mieux de l'avoir vécu. Et c'est comme je disais, en termes d'intelligence collective, c'est souvent bien de faire ces débriefings avec plusieurs participants d'un événement, même si vous avez été concurrent. Finalement, des fois, ça peut enrichir aussi, hein, les débriefings. Faut pas hésiter. Puis, bon, après, c'est des habitudes à prendre, hein, une fois qu'on l'a fait ensemble, souvent une fois, après, voilà, les process sont un peu les mêmes, quoi. C'est plutôt j'allais dire, comment est-ce que je calibre ouais, les intentions d'analyse, quoi. Comment je vais me prendre l'habitude systématiquement de débriefer. On peut le faire sur des choses simples, hein, au départ. Voilà, sur le suivi de mes objectifs, hebdo, mensuels. Et du coup, quand je vis un événement, une compétition, un moment de performance particulier, ben, je vais être aidé parce que je l'aurais déjà fait, quoi. Ok. Allez, je continue. Moi, j'essaye de ne pas faire trop long, hein, dans ma présentation. L'idée, c'est comme la dernière fois, hein, c'est vraiment d'essayer de plutôt répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, on a vu finalement cette organisation de planification. On a vu l'importance du débriefing, le process de débriefing. Et puis maintenant, ben, les stratégies d'objectifs, hein, ça porte bien son nom, il y a objectif dedans. C'est la dimension de la motivation, la qualité des objectifs qu'on va se fixer pour pas tomber dans cette fameuse zone flou-flou. Alors tout à l'heure j'ai dit tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie très précise. Hein. C'est la petite phrase que j'aime bien. Et il y a aussi une petite, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, j'utilise souvent, une petite formule mathématique de cette zone, c'est 1 sur 2 décisions égale bordel au carré. Ben, voilà, c'est l'équation du flou-flou. Je me pose la question des fois de est-ce que je fais, est-ce que je dois faire, est-ce que je fais pas. Et puis, ben, du coup, je pose trop de temps à me poser des questions. Finalement, des fois, ça crée plus de bordel que de solutions. Donc, un bon objectif, on a dit, c'est voir loin, clair et juste. Et pour ça, on peut avoir ce qu'on appelle la méthode SMART. Vous avez déjà entendu parler, il y a plein de méthodes de fixation d'objectifs. Mais là, je vous propose une méthode un peu, j'allais dire, enrichie. La méthode Smarties, c'est la méthode de SMART, mais vue à travers les techniques d'optimisation du potentiel. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méthode Smarties. Alors, bon, la méthode SMART, vous la connaissez, enfin, vous trouverez plein d'éléments pour vous aider, si vous y arrivez, à fixer des bons objectifs tout seul à travers cette méthode. Bon, rapidement, c'est écrit, vous l'avez sur la présentation, donc il faut que cet objectif il soit spécifique, donc définir clairement le résultat attendu, ouais. Et moi, dans le spécifique, je mets aussi quelque chose qui va être très en lien avec qui je suis, moi, personnellement. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez vu dans le Gantt que j'avais dessiné, j'ai mis plusieurs piliers. Hein. Il va y avoir le professionnel, la famille, le sport, enfin, puis alors, voilà, vos hobbies, plein de choses. Bah, il faut qu'un bon objectif, il est forcément en lien avec un de ces domaines, quoi. Hein. Donc, il est spécifique à un de ces domaines, quoi. Et il est le plus clair possible. Il doit être mesurable, donc on doit pouvoir quantifier. Hein, est-ce qu'on l'a atteint pour dire, dans la dimension temporelle, hein, c'est lié, à tel moment, est-ce que j'ai atteint tel objectif mesurable? Comment est-ce que je peux quantifier, déterminer si je l'ai atteint? Donc là, on va mettre en place des métriques, des KPI, enfin bon, peu importe, des trackers, voilà, différentes façons, selon ce qu'on veut mesurer. Un bon objectif, il doit être atteignable. Donc là, je le mets en relation un peu avec la dimension un peu plus émotionnelle ici du stimulant, hein, du S. Mais il faut que ça représente un défi, un challenge, quoi, finalement, pour moi. Hein, un bon objectif, il est pas nécessairement que dans sa zone de confort, quoi. Il est des fois un petit peu au-delà. Qu'est-ce que je vais chercher? Pourquoi je me mets en mouvement dans cette direction-là? Et donc voilà, il ne faut pas que ça soit
trop élevé, trop loin, trop irréalisable, parce que sinon ça va amener à du stress, de l'hyperstress, voilà, de la panique, voire, enfin bon, voilà. Donc, voilà, bien calibrer l'objectif, hein, un défi, un challenge atteignable. Réaliste, bah, bien sûr, bon, ben là, il y a toutes les contraintes quoi, auxquelles on doit faire face, pardon. Voilà, je peux me mettre l'objectif je peux me dire, je pourrais vouloir me dire, tiens, je veux aller sur la Lune. Alors aujourd'hui, l'homme est capable d'aller sur la Lune, peut-être, en tout cas d'y revenir, ou de faire des voyages dans l'espace déjà. Donc peut-être que l'objectif, il est réalisable, mais il n'est pas réaliste pour moi. Moi, je suis Franck, j'ai 50 ans, je ne suis pas ni astronaute, ni spationaute, ni cosmonaute, et donc du coup, ça serait peut-être un peu tard. Alors aujourd'hui, les voyages spatiaux se développent, mais on n'amène pas encore tout à fait les gens sur la Lune. Donc là, il faudrait que je prévoie peut-être justement un délai un peu long avant de pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc il faut qu'il soit réaliste en fonction de mes capacités, de mes ressources, de mes qualités, de mes compétences, en fonction de l'environnement, des contraintes, de tout l'écosystème de ma performance. Là, je prends en compte tous les paramètres qui vont rentrer en compte dans la macro-gestion. Et puis temporel, bon, ben, il faut effectivement qu'un objectif, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit posé dans le temps, parce que sinon, bah, ça n'a pas de sens. On ne peut jamais mesurer l'atteinte ou pas de cet objectif-là. Ça va nous permettre aussi, des fois, de mieux analyser, de mieux quantifier les charges de travail, et du coup de mieux reporter dans l'analyse, hein, qu'on a vu tout à l'heure, pour mieux reprogrammer mon travail, voire définir un nouvel objectif. Donc, pas atteindre un objectif dans le temps imposé, des fois, c'est pas un problème. Par contre, il va falloir bien analyser pourquoi je ne l'ai pas atteint, et du coup savoir si je vais décaler le point et garder le même objectif, ou si, en fonction de ce que j'ai vécu, de l'expérience, bah, du coup je vais mettre un nouvel objectif avec un nouveau délai. Voilà. Donc ça c'est très très important. Alors, la particularité de la méthode Smarties, c'est là où elle est un petit peu sympa, c'est qu'on rajoute un peu une dimension un peu émotionnelle à la poursuite de ces objectifs. Et il faut qu'un objectif il soit intéressant. C'est-à-dire, c'est la quête du sens, quoi. C'est le sens que je donne à cet objectif. Et là, c'est très en lien avec nos valeurs, nos croyances. Donc, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je prends cet objectif-là dans un domaine, comme on l'avait vu dans le premier épisode des Jedi du mental, quelque chose qui me passionne. Et donc là, on va avoir de l'énergie pour faire... Et donc souvent, pour poursuivre ces objectifs, et donc du coup, ça va être intéressant pour nous. Hein. Donc là, on est dans la sphère du sens, dans lequel je me fixe un objectif. Il faut que l'objectif il soit enthousiasmant, et comme on l'avait vu dans la dimension passion, il y a le plaisir aussi qui donne beaucoup d'énergie. Donc quand le fait de construire, poursuivre un objectif m'amène beaucoup de plaisir, voilà, ça va me nourrir de poursuivre cet objectif-là, me faire grandir, me permettre de faire face à des difficultés, même des fois de faire face à des peurs. Et faire face à des peurs, c'est apprendre à faire face à des peurs, en tout cas, c'est se construire aussi. Donc, en tout cas, c'est comme ça que l'homme évolue. Donc là, c'est important d'avoir des choses qui nous enthousiasment. Moi, dans ma boussole des émotions, l'enthousiasme, c'est un driver, c'est ma flèche, c'est ma direction, quoi. Je sais que quand je suis enthousiaste, là, comme je le suis à vous parler d'un domaine qui me passionne, potentiellement, je sais que je vais produire de la performance. Donc, c'est aussi un angle, pour moi, émotionnel important. Et puis, dernier point, le S de ce Smarties, il faut que mon objectif, en fait, comme on l'a dit, il faut qu'il représente quelque chose pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude et ça peut m'intéresser, ça peut me stimuler d'essayer d'implémenter des nouvelles choses? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude, mais je vais essayer d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus fort, un peu plus lourd, un peu mieux, voilà. Il faut que cet objectif il représente pour moi un challenge, voilà, quelque chose qui soit stimulant pour moi. Voilà. La méthode des objectifs, la méthode Smarties telle qu'on l'utilise en technique d'optimisation du potentiel.
N'hésitez pas à poser des questions sur les objectifs si vous en avez. Moi, j'ai un petit peu fini ma présentation. On a fait la petite trentaine, quarantaine minutes de présentation que je souhaitais faire. En tout cas, pour lancer ces sujets. Maintenant, je suis là pour vous, donc n'hésitez pas à poser les questions. Alors, il n'y a pas grand monde ce soir parce que les calendriers se bousculent et il y a pas mal de personnes qui sont en compétition, voire qui ont des obligations. Donc, tout le monde n'est pas là ce soir. Mais n'hésitez pas, je vous laisse quelques instants pour poser quelques questions. Ou si vous voulez que je revienne ou que je précise des points que j'ai évoqués, n'hésitez pas, je remettrai les slides à la demande. N'hésitez pas. Alors, le temps que vous posiez les questions. Donc, alors, petite question de la notion de plaisir. Comment la nourrir au quotidien? Plaisir égale motivation. Oui, alors je ne sais pas, Sam, si tu avais vu le premier épisode des Jedi du mental, mais c'est une bonne question. La notion de plaisir, elle est fondamentale dans la recherche de la performance. Elle se trouve autour de ce que moi j'appelle la sphère passion, dans le pack performance. Le P, c'est passion. C'est très très important d'essayer de se connecter au quotidien à ce qui nous ramène du plaisir. Charles Pépin, le philosophe français, en parle très bien. Il parle même, lui, de ce que j'avais mis dans le pack, l'élan vital. C'est qu'est-ce qui me donne l'énergie le matin en sortant du lit. Et donc, c'est fondamental d'avoir du plaisir dans le passage à l'action. Ou même de se dire, quand je vais me challenger sur des tâches, ou quand j'ai des tâches à effectuer qui sont peut-être pas trop, des fois, qui vont pas ramener du plaisir direct, c'est de se dire, en position un peu macro, de se dire, tiens, à quoi est-ce qu'elle participe, ces tâches-là, et donc voilà, c'est important de prendre du plaisir dans la façon dont on construit les choses. Alors plaisir égale motivation, non, parce que la motivation, elle peut être intrinsèque, alors liée à ton plaisir personnel, oui, mais la motivation aussi, elle peut être extrinsèque, liée aux autres, à l'extérieur, à la dimension sociale de l'être humain. On est des êtres sociaux, on a besoin de s'activer les uns avec les autres, de faire des choses ensemble, de faire partie de groupes. C'est pour ça que la famille, c'est une valeur universelle, quoi. Partout sur la planète, quelle que soit notre activité, la dimension famille est importante. Et donc, du coup, on va aussi avoir des motivations dans ce sens-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la motivation va grandir, on pourrait le dire comme ça, à partir du moment où, dans mon objectif, j'ai calibré quelque chose qui a du sens, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, si ça a du sens et que j'ai bien structuré les différentes étapes de cet objectif, bien calibré, voilà, comment j'ai envie de le faire, et que c'est construit, ben oui, je vais, du coup, ces étapes, ce plan d'action va me ramener du plaisir, parce que step by step, je vais construire, pierre par pierre. Mes sous-objectifs, c'est que je rajoute une pierre à chaque fois à mon mur. Et puis à la fin, je vais avoir du plaisir parce que j'aurai atteint cet objectif. En tout cas, j'aurai commencé à construire mon mur. Et il va y avoir aussi un phénomène de confiance là-dedans, le fait de prendre du plaisir et de voir les choses évoluer. Ça va aussi un petit peu nourrir notre confiance et notre motivation. Et voilà, ça c'est tout un process qui va se mettre en place, le lien entre l'estime de soi, la confiance de soi et la motivation. La motivation, c'est le moteur, je prends souvent l'analogie, avec le moteur d'une voiture, quoi. L'énergie, ça serait mental, c'est un petit peu le carburant, le moteur, ça serait la motivation, c'est la taille du moteur qu'on a. Et donc, voilà.
Alors, une autre question, admettons que les objectifs ont du sens, qu'ils me procurent du plaisir, mais que je n'ai pas de motivation assez souvent. D'où viendrait le problème? Oui, probablement, les objectifs ne sont pas bien calibrés. Il faut peut-être se poser des questions. En tout cas, là, ce qu'on ferait en coaching, tu vois, c'est de se poser la question de c'est quoi mon but? C'est quoi un but? C'est quoi un objectif? Hein, si ton but, c'est être un champion, c'est-à-dire dominer ton activité pendant 10 ans, je reprends le même exemple que la dernière fois, Djokovic, Nadal, Federer, trois champions qui avaient trois athlètes qui avaient le même but, être des champions, et tous les trois ont poursuivi des objectifs différents. Un peu beaucoup plus sur la dimension physique, l'autre beaucoup plus sur la dimension fluidité, facilité, beauté, l'autre plutôt sur la réflexion de son sport. Où est-ce que j'ai de l'edge, comment je le crée, et comment je travaille sur mon mental. Enfin voilà. Tous les trois ont pris des objectifs très différents, ont atteint des objectifs très différents et ont poursuivi un but. Alors, peut-être que des fois, les objectifs sont mal calibrés parce qu'on on va confondre son but et son objectif. Et puis des fois, on ne remplit pas tous les critères dans ces objectifs. C'est-à-dire que poursuivre un objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être sans mettre une date, bah déjà, je vais perdre un peu en motivation quand même. La motivation ne sera pas tout à fait la même. Et puis souvent, je vais m'épuiser. Parce qu'en fait, je vais m'engager dans l'action, sans jamais rien avoir comme deadline. Et donc, du coup, il va y avoir aussi une forme d'épuisement. Voilà. Et donc, voilà, aussi de perte de plaisir. Je peux vous donner, moi, quelques exemples de mes objectifs perso. Tant qu'il n'y a pas d'autres questions, je m'étais mis un objectif, par exemple, sportif, moi, sur le quatrième trimestre 2024, de courir un marathon que j'ai couru le 6 novembre Nice-Cannes. Et puis, au vu de ce qui s'est passé, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Je me suis adapté, quoi. J'ai géré ma petite blessure et ainsi de suite. Mais de notre côté, ma préparation était bonne, j'ai très bien récupéré. Et dès que j'ai eu débriefé avec mon préparateur physique ce qu'on avait vécu, cet objectif, enfin, cet événement, eh ben, ça m'a motivé de suite à me mettre un nouvel objectif, donc de courir un autre marathon en 2025. Et là, j'ai décidé d'aller en courir un à Cracovie le 6 avril. Et donc, du coup, j'ai mis une date. Voilà, là, je repars à l'entraînement depuis quelques jours, sérieusement, parce que j'ai remis un objectif avec une date claire. Donc, voilà, sinon, j'allais continuer à courir un peu comme je le fais au quotidien, mais si je rentre pas dans une prépa pour un objectif, finalement, je vais m'épuiser, courir un petit peu, bon, voilà. Donc là, j'ai remis une date, j'ai remis un objectif, et voilà. Et l'objectif, il n'est pas dans le temps, dans le résultat, c'est pas un objectif de résultat. Ça va être un objectif de maîtrise, c'est-à-dire ma capacité, là par contre, à l'âge que j'ai, moi j'ai 50 ans, c'est de courir un deuxième marathon dans les 5 mois. Bon, bien sûr, en essayant d'atteindre un temps qui me fasse plaisir à moi, mais voilà. Donc, dans le paramétrage des objectifs, là, c'était pour donner sur l'exemple temporel, en quoi ça pouvait lier la motivation et le plaisir. Moi, par exemple, je prends du plaisir à faire des séances un peu dures parce que il y a cet objectif-là. Je vais accepter des fois d'aller faire des séances de fractionnés. Et là, il y a un petit sous-objectif aussi, c'est que la période d'hiver, pour se préparer, c'est pas la même que la période d'été. Donc, il y a aussi un travail mental là-dedans. Là. Le fait d'aller courir quand il fait nuit ou quand il fait froid, c'est pas tout à fait la même qu'une prépa l'été. Voilà, voilà. Je vous laisse, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Je regarde si j'ai bien répondu. Ouais, qu'est-ce qui me venait d'autre? Oui, alors, peut-être un point, parce que c'est souvent aussi un point qui est évoqué souvent dans le travail sur les objectifs, c'était la question du résultat. On parle souvent d'objectifs de résultat et d'objectifs de maîtrise, en disant que les objectifs de résultat sont anxiogènes, qu'il ne faut pas se fixer que terminer premier, que la première place.
et qu'il vaut mieux se fixer des objectifs techniques. Qu'est-ce que moi je dois bien réaliser pour potentiellement, si je le fais, atteindre ça. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, un athlète de haut niveau qui a X participation au jeu ou qui a déjà fait 2 ou 3 podiums, il va forcément envisager un résultat. On va aussi trouver des fois de la motivation à envisager ce résultat. Par contre, ce qu'il va falloir travailler, c'est ma capacité à me concentrer sur les bons éléments qui vont amener la potentielle atteinte de cet objectif. Hein. Partir gagnant, oui. On ne fait pas de la compétition pour perdre. Maintenant, le sport, ça nous apprend aussi, ça nous amène cette humilité de savoir qu'on ne gagne pas tout le temps. Le sport ou l'entrepreneuriat, on fait aussi des fois pas mal d'échecs ou d'erreurs dans notre façon d'entreprendre, dans les projets, dans la gestion de projets. Et c'est OK, on apprend de ces erreurs et du coup, on va progresser plus vite. Donc c'est comme ça qu'il faut partir, c'est-à-dire c'est se fixer un objectif de maîtrise. Donc là, on est dans le travail, l'entraînement, les différents steps que je vais essayer de construire dans ma progression, tout en sachant que voilà, il faudra performer le jour J, et que le jour J, on connaît pas au moment où on se prépare, on ne connaît pas notre état de forme du jour J, on ne connaît pas toutes les conditions extérieures, on ne connaît pas le niveau de performance des adversaires. Donc il y a trop de paramètres sur lesquels on ne peut pas agir. Et donc, si je me mets un objectif dans lequel il y a un nombre important d'éléments sur lesquels je ne peux pas agir, ça va être anxiogène. Imaginez-vous, vous venez de passer votre brevet de pilote d'avion, vous avez l'habitude de piloter un petit coucou avec les gaz, le manche et 3-4 boutons. Donc super, vous êtes pilote, c'est très bien. Et puis du jour au lendemain, on vous met dans le cockpit d'un A340, d'un A320, enfin peu importe, d'un avion où il y a des milliers de boutons. Là, vous allez être en panique parce qu'il y a un nombre d'éléments que vous ne maîtrisez pas, important. Et donc, ça va amener de l'anxiété, du stress de surpression, de l'hyperstress. Donc, voilà. Donc, important quand on se fixe un objectif, c'est d'avoir un objectif, comme on le disait tout à l'heure, qui était adapté. Donc, qu'est-ce que je maîtrise? Et d'essayer de porter notre attention sur ce que je maîtrise, sur ce que je veux réaliser ce jour-là, pour obtenir la meilleure performance possible. Voilà. Bon, écoutez, je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas sur les éléments que je viens de donner. Si vous avez encore quelques questions, on a une dizaine de minutes encore maximum. Donc, je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent des documents, n'hésitez pas à les demander sur les réseaux. Cédric a ouvert la chaîne YouTube hier, c'est tout frais, donc du coup, n'hésitez pas à retrouver les vidéos de l'épisode 1 des Jedi, cet épisode 2 qui sera d'ici quelques jours aussi sur la chaîne YouTube, nous poser les questions sur les réseaux, sur Insta, et je vous enverrai tout ça. Il y aura une communauté Discord créée là très prochainement, avec Hop4Lead, donc moi je répondrai à toutes vos questions, je prendrai le temps sur Discord d'animer vraiment cette communauté, vos questions autour du mental, ça me fait plaisir, et c'est pour ça que je fais ça. L'idée c'est d'essayer de répondre à vos questions à vous, et plus il y en a, et plus vous osez poser les questions, vous enrichissez aussi des réponses des autres. Sam qui demande quel est l'objectif d'Hop4Lead. Hop4Lead, c'est une boîte de coaching et de préparation mentale. On est 3 associés passionnés de performance, un athlète, un coach mental, un coach professionnel, et on a mis nos compétences en commun pour aider les gens à performer. Alors, on proposera des bootcamps, des mini-bootcamps,
des formations, des visios, des choses comme ça. On travaille dans du coaching et du coaching mental classique. On fait aussi du micro-coaching sur des points très précis de la performance. Voilà, donc n'hésitez pas à voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser et à nous poser des questions. Voilà. En tout cas, l'objectif et l'idée des Jedi du mental, de ces rendez-vous le premier jeudi de chaque mois, c'est de vous amener un éclairage sur un élément du mental, de la performance, pour voilà, vous questionner, vous aider, répondre surtout à vos questions. Moi, c'est ça, c'est vraiment du partage. J'ai pas d'autre intérêt que d'essayer de répondre à vos questions. Voilà, bah écoutez, rien de plus pour aujourd'hui. Je vous retrouve, je vous retrouverai le mois prochain, premier jeudi du mois de février. Si vous avez un thème particulier que vous souhaiteriez voir abordé sur la dimension mentale de la performance, ben, c'est la même chose sur les réseaux. Vous me dites, tiens, j'aimerais bien voir ce thème-là abordé, et ben, je le ferai bien volontiers en fonction des demandes. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.